Donc, je rappelle moi aussi que nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans le décor studieux de la librairie Guénégan, sous l'égide de notre honorable l'historien Édouard Baraton, qui va nous entretenir du passage à Québec en 1855, de la Capricieuse, premier vaisseau français attirant depuis le traité de Paris en 1763. Monsieur Baraton a vécu à cheval sur la France et le Québec, si je ne me trompe pas, hein, on peut dire ça en gros. Là, je signalerai à titre anecdotique qu'il a effectué ses études de jeunesse à Saint-Amand-Montrond, en Berry, dont je suis moi-même originaire. Vous êtes originaire de Saint-Amand, Hein? vous êtes originaire de Saint-Amand? Non, non, du Berry. Ah, du Berry. Du Berry. Ah, bah, Mes parents sont de Châteauroux et Leblanc. ah ouais, donc vous êtes Dans, un compatriote. dans le charme, enfin bon, Ah, si, si, il y a un titre un peu anecdotique, comme je dis. Édouard Baraton a donc connu, M. Baraton a donc connu une carrière franco-québécoise. Il est docteur en histoire de l'Université de Rouen en Normandie et de l'Université du Québec à Montréal. C'est un spécialiste des recompositions post-impériales. Il travaille notamment sur le rapport entre la France et les populations de la Franco-Amérique, sur le plan idéologique, politique et du droit de la nationalité depuis les traités de la cession de 1763. Il est l'auteur d'un mémoire de maîtrise sur les relations franco-canadiennes à l'époque de De Gaulle, publié en 2014. Tous ces sujets pourraient devenir particulièrement à la mode ces prochains temps, notamment son mémoire Créer une nationalité pour la nation québécoise. Il s'est intéressé par ailleurs au monde byzantin, des XIIe et XIIIe siècles, toujours dans une optique des études post-impériales et des territoires qui y sont reliés. M. Baraton est vice-président de l'Association Québec-France à Montréal, toujours. c'est vrai. Je n'étais pas certain que c'était encore le cas, mais depuis la conquête de 1760, les échanges entre la France et ses anciennes colonies d'Amérique du Nord sont presque inexistants. Au milieu du XIXe, deux événements amènent la reprise des relations entre le Canada uni et l'ancienne mère patrie. D'abord, en 1849, le gouvernement de la Grande-Bretagne abolit les lois interdisant aux navires étrangers la navigation en eau canadienne, puis au début de l'année 1855, Français et Britanniques s'allient contre la Russie lors de la guerre de Crimée. On peut dire que ça nous rappelle d'ailleurs l'époque actuelle, que tout le monde était contre la Russie. Hein. Sauf les États-Unis qui étaient plutôt proches de la Russie, ce qui nous rappelle doublement l'époque actuelle. Un clin d'œil en passant, mais anachronique, mais néanmoins exact. Devant ce rapprochement, les craintes d'un retour diplomatique et commercial de la France au Canada sont apaisées. C'est dans ce contexte favorable qu'en 1855, la Capricieuse, premier navire français à revenir au Canada après 1763, remonte le fleuve Saint-Laurent et fait escale à Québec. L'accueil fut des plus chaleureux, dépassant les attentes du gouvernement français. On a même dit qu'il était presque bizarrement Un peu débordé. oui, On va dépassé par les événements, comment dirais. Mais nous permettons de noter ici que le Louis de Gonzague d'Ayargé, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire, fondé par le Saint-Siège quelques années auparavant, était à l'époque de la visite l'un des, entre guillemets, influenceurs, comme l'on dirait aujourd'hui, de la foule qui accueillait les marins français à Québec. Bayargé a participé à la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec en 1842. Il en était d'ailleurs le commissaire ordonnateur de 1842 à 1852 et de 1855 à 1859. Je cède immédiatement la parole à M. Baraton pour qu'il nous raconte cette histoire avec un petit et un grand H. Eh ben, merci à vous. Bonne présentation. Merci. Alors, la capricieuse, donc en effet, comme ça vient d'être expliqué, il s'agit de la visite du premier navire français autorisé à venir dans l'ancienne province française, à Québec, en 1855, dans un contexte où la Grande-Bretagne changeait de stratégie impériale et décidait de se rallier au libre-échange et de tolérer que ses colonies commercent avec le reste du monde. Alors, la visite d'un navire étranger au Québec dans ce cadre-là n'était pas un événement très extraordinaire. Ça faisait 6 ans que c'était possible. La question est donc de savoir comment se fait-il que ça ait laissé une telle impression à la population. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il va falloir remonter un petit peu en arrière pour comprendre l'enjeu de la visite et comprendre ce qu'on appellerait en théorie littéraire l'horizon d'attente. À quoi s'attendaient les gens quand on disait les Français vont venir? À quoi pensaient les Québécois et donc comment expliquer leur réaction? Alors, cet événement a laissé une trace extrêmement forte dans le temps, donc en effet dans la poésie, mais une trace contrastée. Alors du côté des poètes et du côté des poètes favorables à l'événement, qui ont chanté sa légende, vous avez bien sûr Louis-Honoré Fréchette,
dans son recueil Légendes d'un peuple en 1887, qui fait un poème consacré spécifiquement à la capricieuse, qui a donc sa place comme un événement important de la construction nationale canadienne-française de l'époque. Vous lui quelques extraits. Il parle de son enfance, il a vu la scène. Il dit « Je ne suis pas très vieux, pourtant j'ai souvenance du jour où notre fleuve, après un siècle entier, pour la première fois vient un vaisseau de France, mirer dans ses flots clairs son étendard altier. Ce jour-là, de nos bords, bonheur trop éphémère, montait un cri de joie immense et triomphant. C'était l'enfant perdu qui retrouvait sa mère, c'était la mère en pleurs qui retrouvait son enfant. » Je ne vais pas vous lire tout le poème, quelques passages intéressants. On dit que la France nous avait laissé grandir loin d'elle. Nous, les grands, son nom seul, avec son souvenir. Son nom, un peu étonnant. Ce beau jour fut pour nous presque la délivrance. Presque la délivrance. On parle d'une visite commerciale. C'est un peu étonnant, encore une fois. Car si nous étions fiers de notre belle France, notre France, je souligne, elle aussi était fière de nous. Et puis il évoque, quand la ville et la banlieue illuminaient leur tour, pavoisaient leurs maisons, pavoiser c'est mettre des drapeaux, on parlera de cette affaire de drapeau, et on puis revoir flotter au vent le drapeau des aïeux, nous dit Fréchette. Le drapeau des aïeux, et de quel drapeau parle-t-on? On parle du tricolore, c'est un peu bizarre, puisqu'il n'avait jamais flotté au Canada. Comment se fait-il que ce serait le drapeau des aïeux? Nos poètes, toujours Fréchette qui parle, chantaient la France revenue, et le père à l'enfant, qui étonnait tout cela, disait « Ce pavillon qui brille dans la nuit, incline-toi mon fils, c'est à nous celui-là. » Le tricolore, donc, est à nous, dit le poète. Mais cet avis enthousiaste de Fréchette n'est pas l'avis de tout le monde. Je vais vous lire quelques extraits d'un autre texte qui est de Benjamin Soult et qui s'appelle Le drapeau tricolore de 1904. En 1904, il y avait une polémique pour savoir quel devait être le drapeau des Canadiens français. Et il y avait les partisans du tricolore et les partisans de ce qui allait devenir le fleur-de-lysée. Soult est opposé au tricolore, il veut que le tricolore disparaisse. Et il nous dit, remontant dans le temps, pourquoi est-ce que les Canadiens utilisent le tricolore? Et il nous dit, ah mais c'est la guerre de Crimée, l'alliance anglaise, mais ce n'est pas tout. Et puis ensuite, il explique que c'est la compagnie Halal, compagnie britannique, qui aurait introduit le tricolore. Il invente une histoire un peu étrange, mais il parle aussi de la capricieuse. Il lit bien cette adoption du tricolore par les Canadiens français à la capricieuse. Donc ce non-événement qu'est la visite du navire français a mené à un changement, plutôt à une appropriation d'un symbole national. Vraiment quelque chose qui a marqué un demi-siècle entier. Donc remontons dans le temps. À quoi pensent les Canadiens quand on leur dit en 1855 les Français vont venir? Alors il faut bien comprendre qu'il y a certes eu peu de contacts, je nuancerais l'idée qu'il y a eu peu de contacts entre les Canadiens et les Français après 1763. Il y a eu peu de contacts officiels, mais il y a eu beaucoup de contacts clandestins. Par exemple, au moment de la guerre d'indépendance américaine, vous savez que la France intervient pour soutenir les colonies américaines en 1778. Mais il y a une condition dans l'alliance. Les Américains ont spécifié que la France ne devrait pas réclamer les territoires qu'elle avait cédés 15 ans plus tôt. C'est une condition sine qua non. Est-ce à dire que la France n'a pas de politique vis-à-vis des anciens sujets français d'Amérique? Ce ne serait pas vrai. Je vais vous lire un extrait d'un document de 1778 qui est écrit par l'amiral d'Estaing et rédigé au nom de Louis XVI et adressé, je cite, aux Français américains. Ça commençait ainsi. Vous êtes nés français, vous n'avez pu cesser de l'être. Une guerre qui vous a été annoncée que par l'enlèvement de presque tous nos matelots et dont nos ennemis communs n'ont dû les principaux succès qu'au courage et au talent des Américains qui les combattent aujourd'hui, vous a arraché ce qui est le plus cher à tous les hommes, jusqu'au nom de votre patrie. Et vous forcer aujourd'hui à porter malgré vous des mains parricides contre elle serait le comble du malheur. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, en 1778, le représentant de Louis XVI s'adresse aux Canadiens comme étant à des Français. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Et puis plus loin dans le texte, il y a un très long discours. Il dit « Les Canadiens qui ont vu tomber pour leur défense le brave marquis de Montcalm pourraient-ils être les ennemis de ses neveux, combattre contre leurs anciens chefs et s'armer contre leurs parents ?» Ah ben oui, parce qu'en 1763, il y a tout un tas d'officiers canadiens qui ont continué leur carrière dans l'armée française. Ils sont toujours actifs en 1778. Le neveu de Vaudreuil débarque en Amérique en 1778. Et donc, vous voyez, les liens nationaux, il y a encore des connaissances, des proximités. On s'envoie des lettres, etc. Ce ne sont pas des étrangers, de ce point de vue-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais cette lettre n'avait aucun effet. C'est une vision un peu réductrice de l'histoire québécoise, que je veux dire. Parce que le Québec, à l'époque, en 1778, c'est pas la province de Québec d'aujourd'hui. Ça s'étend jusqu'au Mississippi. Il y a des Canadiens jusqu'au Mississippi, des villages de coureurs de bois, etc. Et si la lettre n'aura pas provoqué de révolte à Québec ou à Montréal, elle a par contre été récupérée par les Canadiens du pays des Illinois, qui, eux,
s'en sont réclamés pour, un, se révolter contre les Britanniques, deux, foutre les Américains dehors. Un beau double programme. Et ces Canadiens des Illinois avaient de la suite dans les idées. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient un État canadien indépendant. Et le 22 août 1780, ils écrivirent à l'ambassadeur de France aux États-Unis, M. de Luzerne, une lettre qui a été conservée. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces Canadiens? Du profond de leur cœur et avec la franchise qui caractérise tout bon français, les habitants du poste Vincennes, si devant fidèles sujets du roi de France, osent protester à votre Excellence qu'ils sont prêts à se joindre aux troupes de ce monarque, leur ancien et très digne souverain, pour agir sincèrement contre ses ennemis, quels qu'ils soient. Il faut bien regarder le vocabulaire. On vous dit, les gens disent qu'ils sont bons Français. Et en même temps, ils disent qu'ils sont ci-devant sujets du roi de France. Ils distinguent leur appartenance nationale de leur allégeance politique. Ça, c'est très remarquable. Ils disent qu'ils veulent se libérer des États-Unis, qui les oppriment, outre, je cite le texte, que les Indiens ne peuvent les souffrir et que leur aversion envers les Américains est indomptable. Et puis plus loin dans le texte, ces Canadiens écrivent: une fois que nous aurons expulsé nos tyrans et que la France voudra bien reconnaître notre absolue indépendance, on est en 1780, ces alliés seront les nôtres, et comme nous n'avons rien de plus à cœur que de donner des preuves non équivoques de la respectueuse et tendre affection que nous avons conservée pour le roi de France, notre ancien souverain, que nous reposons entièrement sur sa bienveillance, ses volontés seront constamment notre règle à cet égard. Donc, vous voyez, 1778, il y a bien des contacts, et pour ces Canadiens-là, les Français qui vont revenir, ça veut dire le renversement de la domination britannique et l'établissement de leur indépendance. Avançons un peu dans le temps. Avançons jusqu'aux années 1790. Les années 1790, en France, c'est la Révolution. Et dès 1793, la France est en guerre contre l'Angleterre et contre toutes les autres monarchies européennes. Et puis là encore, ça va être assez évident pour les autorités françaises de dire il faut tenter quelque chose du côté du Canada. Après tout, ça fait que 30 ans qu'on l'a perdu, il y a des Canadiens qui viennent en France, on les reconnaît comme Français d'ailleurs, sans aucun problème à l'époque. Et il y a un manifeste qui va être émis en 1793 par l'ambassadeur de France aux États-Unis, Edmond Genet, avec l'assistance d'agents canadiens qui sont passés du côté américain de la frontière pour travailler avec les Français. Et ce texte s'appelle « Les Français libres à leurs frères les Canadiens ». Les Français libres, c'est drôle, c'était très gaulliste, on est en 1793. Donc je vous lis juste le début du texte. Lorsque nous gémissions, c'est les Français qui parlent aux Canadiens, là. Lorsque nous gémissions sous un gouvernement arbitraire, nous ne pouvions que plaindre votre sort, regretter les liens qui nous unissaient à vous, et, en murmurant en secret des trahisons dont vous aviez été les victimes, nous n'osions pas plus que vous lever nos têtes courbées sous le joug de la servitude. Une stérile indignation de la conduite criminelle de nos rois envers vous était le seul hommage que nous puissions rendre. Donc là, vous voyez qu'il y a une réadaptation des Français à l'époque de la Révolution. Ils disent, vous, Canadiens, avez été victimes de la monarchie. Ça tombe bien, on vient de la renverser. Donc on vous a un peu rendu justice. Maintenant, pour finir de vous rendre justice, il faut qu'on fasse votre indépendance. C'est ce que dit le manifeste. Il dit, un Canada indépendant, et on fera une alliance à trois avec les États-Unis. C'est à peu près ça le projet. Alors, ces entreprises de déstabilisation de la Révolution française au Canada, elles ont de l'écho. Il y a des chansons qui sont mises en circulation. Il y a de la propagande. Lorsqu'en 1794, l'Assemblée du Bas-Canada va voter la loi sur les chemins puis la loi sur la milice, les habitants ne sont pas contents des lois et ils se mettent à se mutiner. Ils organisent des manifestations dans les villages, ils s'arment, etc. Il y a un moment de panique au printemps 1794 où on craint qu'il y ait une insurrection qui explose. Et finalement, ça va être contenu par les élites locales, mais c'est relativement inquiétant. Néanmoins, l'agitation perdure. Par exemple, je vais vous citer un autre document qui vient des archives françaises qui date de 1805. Donc on est 10 ans après. Ce sont des habitants du Canada qui écrivent à Sa Majesté l'empereur des Français, Napoléon Ier. Et il lui dit, Sire, deux de nos compatriotes, Jean-Baptiste Noraud, âgé de 64 ans, et Jean-Baptiste Noraud, son fils, âgé de 22 ans, se rendent en France pour faire connaître à votre Majesté par l'organe de ses ministres les intentions bien prononcées du peuple canadien de retourner sous l'empire de la France et de porter de nouveau le nom glorieux de Français. Nous avions projeté, sire, de secouer le joug des Anglais. Nous attendions des fusils pour nous armer et frapper à coup sûr. Mais notre espoir a été trompé. La surveillance des milords, des lords et des salariés de tout genre échouerait contre notre réunion et nos efforts sous un bon général français, pénétré de ses devoirs et guidé par l'honneur. Et là, on voit que ces habitants qui seraient assez portés à la rébellion
fait, ils ont un problème de leadership, si vous permettez l'anglicisme. Les élites locales ne les suivent pas. Le Parti canadien, à ce moment-là, est pour stabiliser la situation et dans une position de relative collaboration avec le régime britannique. Et donc, ça signale, en fait, que ces rebelles potentiels, ils n'ont pas trop d'autre choix que d'essayer de trouver un appui français potentiel. Mais 1805, c'est l'année de Trafalgar, donc il n'y a plus de flotte française. Donc tout ça ne débouchera évidemment sur rien. Je voulais la fin de la lettre. Sire, nous attendons de votre sollicitude paternelle que la paix ne se fera pas sans que nous ayons repris le nom de Français canadiens. Nous sommes prêts à tout entreprendre à la première vue des Français que nous regardons comme nos frères. Agréez, sire, les vœux ardents que nous adressons au ciel. Pour le long règne de votre majesté, recevez l'assurance de l'admiration que nous cause votre gloire et daignez recueillir l'hommage et le dévouement sincère et profond et le profond respect du peuple canadien. Vous voyez qu'au passage canadien et français, les deux ne sont pas détachés. Les deux s'articulent. Il y a bien une identité canadienne, ça ne fait aucun doute. Mais ce n'est pas une identité de rupture par rapport à la France. Et là, c'est très différent de ce que disent les élus du Parti patriote à l'époque. Les élus du Parti patriote à l'époque vous disent, enfin, ils disent aux Britanniques en fait, pour se dédouaner, pour ne pas finir comme les Acadiens, non, non, nous ne sommes plus français, nous sommes canadiens. Canadiens étant compris comme en rupture avec français. Mais pour les habitants, c'est pas du tout comme ça qu'ils l'entendent. Pour eux, il y a une sorte de continuum. On peut être canadien sans renier le fait qu'on soit français. Les deux s'articulent. Alors les élites, justement, les élites canadiennes françaises, qui sont, et puis les élites du Bas-Canada, qui sont constituées, un, de l'élite britannique, de l'administration, des grands marchands, du haut clergé, et puis les membres du Parti canadien, ils sont très inquiets de ces tentatives d'agitation française par l'intermédiaire des habitants. Et elles vont lutter mordicus pour briser ces espoirs ô combien dangereux. Alors, je vais vous lire un extrait d'un discours de 1794 de Joseph Octave Plessis, futur évêque de Québec. Et dans ce discours, Plessis donne la vision qu'il a de l'histoire canadienne telle qu'il veut que les autres l'intègrent et l'assimilent, qui est très différent de ce que je viens de vous dire. Alors, il parle des Britanniques. Il dit « nation généreuse, qui avait fait voir avec tant d'évidence combien ces préjugés, contre les Anglais, parce que les Canadiens sont plein de préjugés, vous le savez, combien ces préjugés étaient faux. Nation industrieuse, toujours les Britanniques, qui avaient fait germer les richesses. Là, on voit la bourgeoisie canadienne française qui est très contente de faire des affaires, et voilà, il faut que ça continue. Que cette terre renfermait dans son sein. Nation exemplaire, qui dans ce moment de crise, en 1794, il parle donc de la Révolution française, dans ce moment de crise, enseignait à l'univers attentif en quoi consiste cette liberté, après laquelle tous les hommes soupirent, et dont si peu connaissent les justes bornes. Nation compatissante, qui venait de recueillir avec tant d'humanité les sujets les plus fidèles et les plus maltraités de ce royaume auquel nous impartâmes autrefois. Eh bien oui, parce que l'Angleterre accueille les aristocrates français qui refusaient la Révolution, et donc Plessis remercie l'Angleterre d'accueillir des aristocrates français et des prêtres français. Et justement, à cette époque-là, Plessis, qui manque de prêtres, va faire venir 50 prêtres français ayant fui la Révolution pour les faire venir au Canada. Ce sera un quart des prêtres du Canada à cette époque sont en fait des Français. Et des Français d'un certain type, très anti-révolutionnaires. Et ça va peser dans les années qui vont suivre. Les plus fidèles sur le royaume auquel nous impartâmes autrefois. Non, non, s'exclame Plessis. Vous n'êtes pas nos ennemis, ni ceux de nos propriétés, que vos lois protègent, ni ceux de notre sainte religion que vous respectez. Et là, Plessis, s'adressant aux Anglais, dit « Pardonnez donc ces premières défiances à un peuple qui n'avait pas encore eu le bonheur de vous connaître. » Franchement, la conquête anglaise, c'est vraiment du gâteau. En fait, on invente une thèse qui va être très populaire dans les élites canadiennes françaises, c'est l'idée de la conquête providentielle. En fait, la conquête nous a sauvés. La défaite fut une bonne chose puisque ça nous a évité la Révolution française. C'est ça le discours. J'avance un petit peu dans son discours. Ah oui, et il dit à la fin, et si après avoir appris le bouleversement de l'État et la destruction du vrai culte en France, et après avoir goûté pendant 35 années les douceurs de votre empire, il se trouve encore parmi nous quelques esprits assez aveugles ou assez mal intentionnés pour entretenir les mêmes ombrages et inspirer au peuple les désirs criminels de retourner sous ses anciens maîtres, n'imputez pas à la multitude ce qui n'est que le vice d'un petit nombre. Et donc là, il s'adresse aux Anglais et ils disent, oui, bon, il y a 2-3 Canadiens qui chantent la Marseillaise.
Mais ne nous jugez pas là-dessus, nous sommes de bons suites. C'est ça qu'il faut retenir, c'est la thèse officielle. Alors cette thèse officielle, il y en a un qui ne croit pas du tout, c'est le gouverneur Craig, en 1810, qui représente les autorités britanniques. Écrit dans une de ses lettres, alors il parle des élus du Parti canadien, il dit oh, ce sont pour la plupart des avocats ou des notaires, il méprise un peu ces gens-là, qui ignorent tout à fait les règles de la Constitution britannique. Et puis un peu plus loin dans sa lettre, il dit ils ne cessent d'affermir leur position depuis les succès de Bonaparte. Certains chercheraient les voies d'un changement de domination. Et puis il dit même les rares Canadiens qui appartiennent à la meilleure classe sont contaminés par cette tendance. Il dit la grande masse de la population est infestée. Et puis il dit on m'a même rapporté qu'il y a une chanson dans laquelle Napoléon est représenté comme celui qui doit chasser les Anglais. Et en effet, ce serait le sujet d'une autre conférence, il y a beaucoup de chansons révolutionnaires françaises qui sont réécrites au Canada à cette époque-là par des Canadiens et qui les mettent en circulation. Ce qui crée une véritable paranoïa chez les autorités britanniques. Et en 1810, Craig va faire arrêter la direction du Parti canadien, interdire le journal Le Canadien, parce qu'il est convaincu qu'il y a un complot napoléonien. Alors, ils se trompent, ils sont innocents, mais ça crée une véritable psychose. Alors, ça a laissé des traces dans les monuments, puisque vous savez qu'à Montréal, place Jacques-Cartier, il y a ce bâtiment, enfin ce monument, la colonne Nelson, qui a été construite en 1806, pour commémorer la victoire, la triple victoire de Nelson à aboutir sur les Danois en 1800 et sur la flotte française en 1805. Donc les élites canadiennes décident de payer ce monument. Pourquoi est-ce qu'elles payent ce monument? Pour édifier la population. Les Français ne reviendront pas. La flotte française n'existe plus. Donc, il faut oublier tout ça. Alors le FLQ, elle va penser la faire sauter dans les années 1960. Vous voyez que c'est une histoire de très long terme. Alors, mais la France est vaincue, en effet, 1815, Waterloo, le roi Louis XVIII est restauré. Et en 1819, l'évêque Plessis, celui dont nous parlions tout à l'heure, va faire un voyage en Europe pour des raisons diverses et variées sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Et il va rencontrer le roi Louis XVIII. Et Louis XVIII va lui parler. Et donc je vous cite ce que Plessis a noté dans ses carnets. Le roi lui parla, à Plessis, il parle de lui à la troisième personne, avec bonté. Lui fit des questions sur l'état de la religion en Canada. Se recommanda à ses prières. Et le chargea de dire à ses diocésains que leur ancien père ne les avait pas oubliés, mais qu'il fallait respecter les traités. Et ça, c'est la nouvelle politique française à partir de 1815. Jusqu'en 1815, les Français considèrent que les Canadiens sont des Français et que de toute manière, il va falloir changer la situation politique, que ce soit l'indépendance du Canada, la récupération, il y a plusieurs projets. Mais à partir de 1815, la France est occupée par les Britanniques, les Russes, les Allemands, etc. Donc, le roi de France dit à l'évêque, vous inquiétez pas, on arrête les conneries. Soyez tranquilles, c'est fini. Il n'y aura plus d'activité révolutionnaire chez vous. Nous sommes maintenant ralliés à l'ordre tel qu'il est. Mais 1815, c'est pas la fin de la partie en réalité. Vous savez qu'en 1830, les Bourbons sont à nouveau renversés à Paris. Il y a eu une nouvelle révolution en France. Cette révolution était en partie préparée par une société de libéraux et de républicains qui portait un nom qui a été fondée en 1827 et qui portait un nom qui va peut-être vous rappeler quelque chose. Elle s'appelait Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est le nom de la société des comploteurs français en 1827. En 1830, quand la monarchie tombe, vous avez à Montréal Ludger Duvernay, qui lui-même avait connu des Canadiens qui avaient servi la France durant la Révolution. Vous voyez que toutes ces histoires s'entremêlent les unes les autres. Ludger Duvernay, il révèle ses batteries. Il fait des tas d'articles dans son journal La Minerve en faveur de la nouvelle Révolution française, et il va même plus loin. Il lance une souscription pour que les Canadiens récupèrent de l'argent et l'envoient aux révolutionnaires français. Et donc c'est publié dans La Minerve, il y a eu de l'argent qui a été récupéré, envoyé à la banque Laffitte, qui était la banque des républicains français de l'époque, en solidarité aux républicains qui venaient renverser la monarchie. Les Canadiens, considérant que le renversement de la monarchie en France, enfin les patriotes en tout cas, était aussi dans leur intérêt. Donc vous voyez qu'il y a un jeu politique qui continue sourdement dans ces réseaux. En 1834, Ludger Duvernay, au moment où la crise patriote est en train d'arriver, fonde la Société de Saint-Jean-Baptiste, sous le nom initialement de Société Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc en fait, il reprend le même nom que la Société des comploteurs parisiens, qui existe encore en 1834. Donc on peut même se demander si c'est pas presque une succursale, une sorte de filiale canadienne d'une association plus générale. Et puis on chante des chansons en 1834 pour fêter la Saint-Jean. Je vais vous citer une des chansons qui a été publiée dans le journal de Duvernay.
Alors, celle-là, je ne connais pas l'air, donc je ne peux pas vous la chanter, je peux juste vous la citer. Donc, Saint Jean-Baptiste, à ta mémoire, nous avons consacré ce jour, nous voulons servir ta gloire, tu dois nous servir à ton tour. Nous demandons à ta puissance d'aider nos efforts et nos vœux, quand nous aurons besoin d'implorer leur clémence, sois notre intercesseur entre nous et les cieux. Donc là, ça a un air d'hymne religieux, à peu près. Bon, on peut penser qu'on est dans un dialogue religieux. La suite de la chanson dit le monde, les dits redoutables, ces Français dont nous descendons. Mais si ce ne sont pas des diables, grâce à Saint Jean, nous les vaudrons. Ils ont frappé la tyrannie, nous saurons l'abattre comme eux. Alors là, c'est bizarre. Ces Français dont nous descendons. Normalement, les Français dont descendent les Canadiens, c'est les Français de la Nouvelle-France, les Français de la monarchie. Mais les Français qui ont abattu la tyrannie, ce pas les Français de la monarchie. Ils parlent des Français de la Révolution de 1789 et de 1830. Ce que j'appelle la francité synchronique, ça, dans l'histoire canadienne. C'est le fait pour un Canadien de dire je suis un Français, mais pas un Français du passé. Je suis vraiment un Français de la France d'aujourd'hui, mais en Amérique. Et donc là, il y a une volonté de dire l'acquis de la Révolution française, les droits de l'homme, bah, c'est à nous aussi. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est la Révolution, mais c'est à nous aussi. Nous sommes des Français. En fait, ils prennent au pied de la lettre la propagande de la Révolution française quelques décennies plus tôt, et ils l'interprètent. D'ailleurs, dans ces années-là, on voit des croisements nombreux. Par exemple, en 1832, est arboré pour la première fois à Montréal le drapeau patriote, que vous connaissez tous, vert, blanc, rouge, au moment où Ludger Duvernay est libéré de prison. Et qu'est-ce qu'ils chantent, les gens, quand ils sortent ce drapeau en 1832? Quelqu'un sait quelle est la chanson qui est entonnée par la foule avec ce drapeau dans les rues de Montréal? C'est la Marseillaise. C'est la Marseillaise, ce qui est quand même très provoque dans une colonie britannique. Et ce drapeau-là, vous allez me dire, c'est un truc purement canadien. Mais regardez l'image en dessous. L'image en dessous, c'est 1832, ce sont les émeutes à Lyon. Donc vous voyez à gauche, il y a un drapeau français, bleu, blanc, rouge, vertical. Et à droite, il y a un autre drapeau français, bleu, blanc, rouge, à bande horizontale. En fait, le bleu, blanc, rouge à bande horizontale, c'était le drapeau de la Première République. Mais en 1830, quand le roi Louis-Philippe a succédé aux Bourbons, il a accepté de prendre un tricolore, mais il a pris le tricolore à bande verticale, comme l'a fait Napoléon. Et donc, quand les républicains vont se révolter contre Louis-Philippe, ils vont prendre un tricolore, et ils vont reprendre le tricolore de 1792 à bande horizontale. Donc, vous voyez, dans ces drapeaux à bande horizontale, il y a un dialogue, il y a des contaminations. Alors ça va plus loin, puisque dans les années 1830, il y a des soutiens directs entre patriotes et républicains français. Par exemple, vous savez tous, parmi les pendus du 15 février 1839, il y a un Français. Il y a Charles Indland. Charles Indland, qui était arrivé en 1838 pour participer à la Révolution des Canadiens. En fait, c'était un récidiviste. Il avait déjà fait la Révolution française de 1830. Donc, en fait, il vient en refaire une deuxième. Alors, il sera arrêté et il sera exécuté. Un autre document que je vais vous montrer aussi, c'est écrit en petit, il s'agit d'un document de 1838 émis par les frères chasseurs. C'est un mandat d'arrêt pour des collaborateurs du régime. Et donc, en haut de ce mandat d'arrêt, vous avez une formule. Liberté, égalité, fraternité ou la mort, mandat de par la République une et indivisible. C'est les formules de la Révolution française de 1789. Exactement, littéralement, qui sont mises en en-tête du document. Alors Charles Indland, justement, lorsqu'il est pendu le 15 février 1839, il va, peu de temps avant d'être pendu, écrire une lettre où il donne ses dernières volontés, et il dit ceci. Et toi, France, les généreux enfants n'ont-ils pas encore compris qu'ils ont ici des frères? Rappelle toute ta haine si l'humanité contre les Anglais. S'ils le pouvaient, eux, ils ne t'épargneraient pas. On voit que le revanchisme de Waterloo nourrit le soutien à la cause des patriotes du côté des républicains français. Mais là encore, ça ne va pas marcher, puisque Louis-Philippe, lui, est sur la ligne qui était déjà celle de Louis XVIII, à savoir la France ne fera plus de guerre contre l'Angleterre. Ça nous a coûté assez cher, 1 million de morts la dernière fois à peu près, 20 ans de guerre, c'est fini, on ne veut pas. Donc il accepte d'accueillir les réfugiés canadiens. Papineau va à Paris pendant 6 ans, il accueillit sans problème. Il y en a d'autres qui y vont, je pense à Guillaume Lévesque, qui était un autre patriote, qui lui va redemander sa nationalité française, et le ministre de la Justice va la lui donner, alors que son grand-père était français. Son père était né au Canada, lui-même était né au Canada en 1819, mais pas de problème, on lui redonne sa nationalité française comme si de rien n'était. Vous voyez, l'État français est très ambivalent. Il ne veut plus la guerre contre l'Angleterre, mais
il continue à reconnaître que les Canadiens, c'est pas tout à fait le même âge. Alors les patriotes ont tenté de faire appel au gouvernement français, mais en vain. Et je vous cite une lettre de Lucien Duvernay à Louis-Joseph Papineau qui est à Paris. Nos regards sont fixés vers l'Europe et surtout vers la France, d'où nous attendons toujours d'obtenir des secours. Nos bons compatriotes n'ont pas perdu tout espoir. Et puis Augustin Papineau qui écrit à son père en 1880. Dans leur soif de te voir revenir, les Canadiens se forment des projets les plus bizarres et ils y croient. Les uns croient te voir revenir à la tête d'une puissante armée française pour les délivrer de captivité. Le mythe, les Français vont revenir et ce sera la libération. On le retrouve encore écrit. Et puis 1848. 1848, nouvelle révolution en France, je sais on en fait souvent. Louis-Philippe est renversé et cette fois, la République est instituée. Donc, cette fois, les républicains ont réussi leur coup. Et au Canada, quel est le contexte? On est après 1840, les anciens patriotes doivent en rabattre un peu, ce sont désormais les réformistes, donc beaucoup sont des patriotes modérés qui sont sur le devant de la scène, mais ils ont des opposants. Les opposants, on les appelle les rouges. Eh bien, ces rouges, quand ils apprennent la révolution à Paris, ils sont exaltés. Encore une révolution, il va falloir monter dans le train, comme d'habitude. Alors je vous lis un extrait de ce qui est publié dans le journal L'Avenir de mai 1848 et le journal des Rouges. Et donc l'article s'appelle « La jeunesse canadienne de Montréal à la jeunesse de Paris ». Amis, la glorieuse révolution qui vient de faire la France une république, vous a trouvé comme toujours, comme en 89, comme en juillet 1830, à la tête du mouvement, partout où le courage et le patriotisme requéraient vos cœurs et vos bras. Depuis 80 ans, nous ne sommes plus de la France, mais nous sommes toujours français. Français par les mœurs, français par les lois, français par la langue, français par le cœur. Nous étions 60 000 lors de la cession du pays à l'Angleterre. Nous sommes aujourd'hui 600 000. Nous n'avons rien perdu de l'héritage de nos pères. Et 80 ans de lutte acharnée nous voient encore sur la brèche, prêts à défendre jusqu'au dernier soupir une nationalité à laquelle nous tenons plus qu'à la vie. Quelle nationalité on parle? La française, la canadienne? Vous voyez, là encore, les deux sont assez compatibles dans l'esprit des rouges. Jusqu'à la vie, le glorieux soleil de la liberté qui vient de se lever sur la France nous la rend encore plus chère. Donc, on parle bien de la nationalité française à ce moment-là. Depuis que la France a perdu le sol que foula le premier un Français, Jacques Cartier, un sol que des milliers de soldats français ont arrosé de leur sang, les relations avec notre ancienne mère patrie ont été longtemps interrompues par la politique restrictive d'un gouvernement ignorant et tyrannique. Évidemment, ils n'ont pas la même opinion que Plessis quelques décennies plus tôt. Eux, ils ne trouvent pas que la défaite a été providentielle. Ils n'y croient pas. Ils pensent que la conquête a été une conquête et une oppression, pas une libération. Une politique plus éclairée nous a depuis mis à même de recevoir les rayons de ce soleil, de l'intelligence et de la civilisation dont la France est l'ardent et vaste foyer. Ils espèrent avec le gouvernement responsable que demain, la liberté pourra arriver. Alors, ces jeunes Canadiens un peu gauchistes, qui sont pour le suffrage universel, pour les droits de l'homme, pour ce genre de choses, évidemment, ils ont leurs adversaires parmi les réformistes. Et parmi leurs adversaires, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est Joseph-Olivier Chauveau, homme politique important de l'époque, et romancier, et l'auteur d'un roman qui s'appelle Charles Guérin. Et ce roman, il a une morale. La morale de ce roman consiste à dire en quelque sorte, il faut être modeste, il faut arrêter d'avoir des grands rêves, il faut accepter le monde tel qu'il est et rentrer dans nos carrières modestes de Canadiens français, et c'est comme ça qu'on s'émancipera à très long terme. Je vous lis un extrait du texte qui exprime un dialogue entre un jeune Canadien qui parle un peu comme un patriote ou comme un rouge, et un autre qui lui est un homme d'expérience comme Joseph-Olivier Chauveau et qui exprime le bon sens et la raison tel qu'il faudrait que le lecteur du roman le comprenne. Je commence par le jeune fou. Je commence par le vieux raisonnable. Voilà bien de l'enthousiasme, mais pour cela, il faudrait d'abord que la France vous connût. Réponse du jeune. Nous nous ferons connaître. Le premier réveil de son ancienne colonie, le premier cri de guerre, le premier coup de fusil d'une révolution attirera ici des centaines et des milliers de Français. Ne les a-t-on pas vus partout où il y a du danger et de la gloire? Pourquoi ne ferait-il pas pour la Nouvelle-France
ce qu'ils ont fait pour la Nouvelle-Angleterre. Réponse de l'autre, pourquoi? Mon Dieu, je vous le répète, ils ne vous connaissent pas. Les coups de fusil que vous tireriez ici, nous ne les entendrons pas. Entendons-nous siffler à nos oreilles la flèche de l'Indien? Bien entendu, nos vieilles alliances indiennes sont mortes. On est en plein nettoyage ethnique aux États-Unis, et nous, Canadiens, ne ferons rien. Les Français ne feront rien pour nous. N'essayez même pas. Il n'y a pas un Rogimbé, vous dit toujours le même personnage. Si vous ne voulez pas être anglais, soyez yankee. Si vous ne voulez pas être yankee, soyez anglais. Choisissez. Vous n'êtes pas un demi-million. Pensez-vous être quelque chose? La France ne songe pas à vous, elle a bien assez de peine à conquérir sa propre liberté. Il y a l'idée, la France, c'est le bordel de toute manière, laissez tomber. Donc ça, c'est tout le passif. Ça, c'est toutes les expériences, tous les rêves, tous les espoirs qui se sont accumulés entre 1760 et 1855. Et quand les Français vont revenir, c'est que ça va basculer. Et les Français vont revenir en effet, mais pas comme on l'attendait. Alors Napoléon III devient le dirigeant de la République française comme président de la République. Alors il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, pas encore Napoléon III, en 1848. Et en 1851, ce premier président de la République française va faire un coup d'État. Il va mettre fin à la République et va devenir empereur sous le nom de Napoléon III. Alors ce Napoléon III, il est très bien vu par les élites réformistes qui deviennent de plus en plus conservatrices. Parce qu'il a tué la République et la Révolution. Et donc on a des controverses dans les journaux conservateurs qui disent aux rouges, bah, vous voyez bien, même en France, ça n'a pas marché vos affaires de République. Donc ça ne marchera jamais ici. Et donc Napoléon III, il est sympathique aux conservateurs canadiens qui se disent, il nous a rendu quand même un fier service, ce gars-là. Et en 1849, comme vous le savez tous, il y a eu une émeute à Montréal. Une émeute anglaise ou tendance orangiste contre le fait que le français redevenait langue co-officielle et qu'on allait indemniser des victimes de 1837-1838. Et donc, les émeutiers en 1849 ont brûlé le Parlement de Montréal et ont brûlé la bibliothèque historique qui allait avec. Et il a fallu la reconstituer, cette bibliothèque. Il a fallu créer une nouvelle bibliothèque. Et donc on a envoyé l'archiviste du Parlement faire un tour en Angleterre, aux États-Unis et en France pour recevoir des documents à ramener au Canada. Alors, quels sont les documents qui ont été ramenés Alors, la liste, je vous lis le document officiel des archives canadiennes, liste des personnages officiels, des individus dont les dons de livres à la bibliothèque du Parlement ont été reçus depuis la dernière session. Donc, de France, ont été reçus en tout 678 volumes. Une partie donnée par l'Académie française, une partie donnée par le président de la République, une partie donnée par le Conseil législatif, par le ministère des colonies, par le ministère de la guerre, etc. Donc 678 volumes. Combien l'Angleterre en a donné? Elle en a donné 287. C'est étonnant. Le gouvernement français, en 1852, a donné plus de 2 fois plus de livres au Canada pour reconstituer cette bibliothèque que n'avait fait le gouvernement britannique. Donc, c'est un premier appel du pied, discret, un signe de sympathie dont personne ne peut tirer ombrage. Les Britanniques ne peuvent pas reprocher aux Français de donner des livres aux Canadiens. Mais premier appel du pied. Et puis, 1853. 1853, c'est en effet le début de la guerre de Crimée. La France et l'Angleterre se retrouvent cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, dans le même camp contre la Russie pour la défense de l'Empire ottoman. En gros, l'Empire qui était centré sur la Turquie actuelle. Dans ce nouveau contexte, et alors que les États-Unis d'Amérique sont assez proches de la Russie, au moment de la guerre de Crimée, il y a même des officiers américains dans l'armée russe comme observateurs. Donc ça, les Britanniques le savent, les Français le savent. Et puis les Britanniques, ils ont un problème dans la guerre de Crimée, c'est qu'ils se rendent compte que certes, ils ont la meilleure marine du monde, mais leur armée de terre n'est pas tellement à la hauteur. Ils enchaînent les déboires, et puis les effectifs ne sont pas à la hauteur non plus, alors que l'armée française, c'est une grosse armée en termes d'effectifs, et puis du fait de la guerre d'Algérie, enfin de la conquête de l'Algérie, ce qui n'est pas tout à fait à notre gloire, c'est une armée expérimentée, bien plus expérimentée finalement que les soldats britanniques de la période. Et donc les Britanniques se disent, mais si ça tournait mal avec les États-Unis, en fait on aurait probablement besoin de l'aide de la France dans le cas d'une guerre dont l'enjeu sera le Canada. Et on voit cette chose étrange en 1853, à la Chambre des Assemblées, que c'est le gouverneur général britannique lui-même qui, dans son adresse à la Chambre,
invite la Chambre à témoigner de sa solidarité à l'égard de la Grande-Bretagne, comme d'habitude à chaque fois que la Grande-Bretagne rentre en guerre, mais aussi à l'égard de la France. Alors là, on a nos gens comme Chauveau, qui venait d'expliquer que la France ne comptait pas, mais c'est le gouvernement britannique qui dit en fait si, en fait changez la version, parce que en fait c'est important. Et donc on a la proposition d'une adresse à son Excellence, assurant Sa Majesté de la loyauté des habitants, de la loyauté des habitants envers Sa Majesté, mais on ajoute aussi notre très gracieuse souveraine et de sympathie avec la mère patrie qui ont été si généralement manifestées dans notre province dans ce moment. Et nous croyons que la coopération cordiale de la France et de l'Angleterre dans cette guerre est bien propre à exciter les sympathies d'un peuple composé principalement des descendants de ces deux grandes nations. Donc là, les conservateurs canadiens français, qui n'étaient pas français la veille, qui disaient qu'il ne fallait pas l'être, là, ils redeviennent un peu français. Et puis, ils vont envoyer de l'argent. Le Parlement canadien va voter un budget pour les blessés britanniques et pour les blessés français. Donc là, vous voyez, avant, c'était les patriotes qui envoyaient de l'argent aux révolutionnaires français. Là, c'est les réformistes, avec l'autorisation de l'Angleterre, qui envoient de l'argent aux blessés de l'armée française. Donc on a un effet de capture par les élites canadiennes du lien à la France, en tout cas un effet de déport. Et puis Napoléon III va y répondre dans une lettre du 27 février 1855, adressée au gouverneur général, mais plus généralement aux Canadiens. Milord, je vous remercie de m'avoir communiqué l'adresse du Conseil législatif et de l'Assemblée législative du Canada à la reine d'Angleterre. Il serait difficile de s'associer d'une manière plus patriotique, plus touchante au succès de nos armes en Orient et au malheur inséparable de cette grande lutte. Ému comme moi, soyez persuadés de l'éloquent témoignage d'une si vive sympathie. Notre pays ne verra pas, sans être reconnaissant, qu'au souvenir de son origine française, la population canadienne n'ait pas voulu séparer dans ses félicitations et dans ses offrandes ceux qu'unit si noblement la communauté des périls. Donc là, on a une reconnaissance du gouvernement français qui se remet à parler d'origine française des habitants. Ça redevient légal dans les relations internationales. Alors les rouges, est-ce qu'ils vont se laisser damer le pion? Parce que normalement, c'est eux les partisans de la France, alors que les élites conservatrices, elles sont loyales à l'Angleterre. Les rouges vont tenter un coup assez remarquable autour d'un personnage qui s'appelle Joseph Guillaume Barth. Alors Joseph Guillaume Barth, il avait été patriote, il avait fait de la prison en 1838 ou 1839. C'était un poète, c'était un écrivain, c'était un journaliste, etc. Et c'était un grand admirateur du vieux Louis-Joseph Papineau. Donc en 1853, il va aller discuter avec son ami Papineau et il va lui dire vous qui avez passé 6 années d'exil à Paris, est-ce que vous ne voudriez pas me donner votre carnet d'adresses de toutes les personnalités politiques et littéraires françaises que vous pourriez avoir dans vos connaissances? Parce que moi, Barth, j'ai un coup à tenter. À l'époque, Barth, il est membre de l'Institut canadien, qui est un organisme intellectuel qui vise à former intellectuellement le peuple et qui est tenu par les Rouges. Sauf que cet Institut canadien, il est sous pression. D'ailleurs, il finira par être tué. Il est sous pression largement des réformistes et du clergé aussi montréalais qui essaie de le contenir, voire de le faire supprimer, qui finira par rien. Alors le but de Barth en allant à Paris, c'est de s'adresser à un autre institut qui s'appelle l'Institut de France, une institution d'État qui comprend entre autres l'Académie française, mais pas uniquement. Il va voir l'Institut de France en essayant d'obtenir que légalement, l'Institut de France reconnaisse que l'Institut canadien de Montréal est une filiale de l'Institut de France. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il se dit que si c'est une filiale de l'Institut de France, les adversaires de l'Institut canadien ne pourront plus y toucher sans provoquer un incident diplomatique. C'est un super bouclier qu'il demande. Alors, les autorités françaises devant ça vont être extrêmement mal à l'aise. Extrêmement mal à l'aise. L'Institut de France est rempli de gens qui sont souvent des monarchistes qui n'aiment pas Napoléon III. Ils sont monarchistes, catholiques, conservateurs, mais considèrent que Napoléon III, c'est un usurpateur. Et donc, ils ont bien envie d'aider les Canadiens. Donc, ils vont couvrir Barth de cadeaux, etc. Mais ils ne peuvent pas satisfaire sa demande de fonds parce que le ministère des Affaires étrangères dit non, ne faites surtout pas ça. On vient d'arriver à se rabibocher avec l'Angleterre. Si on commence comme ça va très mal se passer. Et donc, il ne peut pas. Mais il va quand même faire une pub pas possible sur son voyage. Et en 1855, il va publier à Paris et mettre en vente au Canada un ouvrage au titre étonnant qui est publié à l'été 1855 et qui s'appelle « Le Canada reconquis par la France ». Tout un programme.
Évidemment, quand vous publiez ça au Canada, en 1855, ça fait du bruit. Alors Barthes, durant tout le début de l'été 1855, va écrire dans des journaux pour raconter sa vision des choses. Il écrit dans le journal qui s'appelle L'Ère Nouvelle de Trois-Rivières. L'Ère Nouvelle de Trois-Rivières, la chose suivante. C'est donc sous peine d'être annihilé que l'Angleterre doit courtiser l'alliance française en Amérique comme en Orient. Vous voyez, lui, il a très bien compris le jeu diplomatique. Il a compris que les Anglais avaient besoin de l'armée française en Orient, et il dit, vous en avez besoin aussi en Amérique. Mais lui dit, attendez, il faut que ça ait un prix. Il faut que ça ait un prix. Ce sera quoi le prix d'une guerre? Si l'armée française intervient en Amérique pour l'Angleterre, il faudra que l'Angleterre paye un prix. C'est à ça que Barthes pense. Le prix, ça pourrait être le Québec. Il dit, c'est donc sous peine d'être annihilé que l'Angleterre doit courtiser l'alliance française en Amérique comme en Orient, et en ne s'opposant pas au, je cite, protectorat si naturel de la France sur le Bas-Canada. Non seulement elle ne sacrifie rien, mais en réalité, elle sauve sa permanence de possession du reste de ses domaines dans l'Amérique, en accomplissant les traités par lesquels elle a juré à la race française de la respecter dans la jouissance de ses institutions civiles, nationales et religieuses. Le Canada deviendra alors le refuge pour cette portion d'émigration que le climat énervant de l'Algérie détourne des latitudes africaines, de cette race canadienne-française qui peut lui devenir un jour une ennemie réconciliable et une cause de la chute en Amérique. Elle peut se faire, donc l'Angleterre dans l'avenir, une alliée puissante qui mettra quelque orgueil à se souvenir de la magnanimité envers elle si jamais son intervention était nécessaire pour paralyser le débordement de la Confédération nord-américaine. Autrement dit, Barthes dit aux Français. Alors il s'adresse aux Anglais, il leur dit, vous n'êtes pas assez fort militairement s'il y a une guerre contre les Américains, vous aurez besoin des Français. Donc il va falloir reparler du statut du Québec, enfin du Bas-Canada. Et puis il dit aux Français, vous faites une connerie en Algérie. Vous faites une connerie. Votre seule colonie, elle est ici, elle est au Canada. Vous n'arriverez jamais à transformer l'Algérie en France. Et donc c'est assez drôle, Barthes, parce qu'il est anticolonialiste en Algérie, parce qu'il veut utiliser les Français dans le rapport de force au Canada. Vous voyez l'espèce de pirouette. Alors, ce livre de Barthes, écrit par un rouge, il est moyennement apprécié par les rouges en 1855. Parce qu'en 1855, les rouges, ils disent la France c'est Napoléon III, c'est la dictature militaire et catholique. Alors vous êtes bien gentil, Barthes, mais si c'est pour remplacer le gouvernement britannique par un gouvernement catholique conservateur et militariste, non, c'est pas une bonne idée. Et donc dans Le Pays, le journal des rouges, on peut lire ceci. Le titre que M. Barthes a donné à son ouvrage serait peut-être de nature à donner à quelques méprises sur son caractère. Ils disent, c'est notre avis, mais c'est trop petit. Malgré l'admiration que professe M. Barthes et que nous partageons avec lui pour les lettres et le haut état de la culture intellectuelle en France, il n'est pas un mot qui trahisse le sentiment d'une option entre la domination française et la domination anglaise. Pour M. Barthes, dit le journal qui fait parler Barthes, comme pour les hommes qui se respectent, l'État colonial, sous quelque forme que ce soit, est incompatible avec les idées de dignité nationale et individuelle. Il importe peu que la mère patrie, ainsi que la langue officielle nous fait appeler le pouvoir métropolitain, soit sur le continent ou sur les îles britanniques. Donc là, vous voyez une fracture dans les rouges. Il y a des rouges qui sont plutôt nationalistes français, en fait. Et il y a des rouges qui sont vraiment anticolonialistes. Il y a plusieurs variantes à l'intérieur des rouges, plusieurs sensibilités. Et c'est dans ce contexte-là que les Français vont envoyer la capricieuse. Alors, pourquoi envoyer la capricieuse? Ça fait l'objet d'un débat à l'intérieur de l'État français en 1854. C'est une initiative du capitaine Belvez, du commandant Belvez, capitaine de la capricieuse. La capricieuse, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la croisière française de Terre-Neuve. Vous savez qu'en 1763, la France a perdu la Nouvelle-France, mais elle a gardé Saint-Pierre-et-Miquelon. Et elle a gardé le droit pour ses pêcheurs de faire sécher leurs poissons sur les côtes françaises de Terre-Neuve, à tel point que les Anglais, jusqu'en 1904, n'avaient pas le droit de construire de bâtiments sur les côtes de Terre-Neuve, parce que le traité le leur interdisait. Donc c'était pas la France, mais les Britanniques devaient respecter les droits français quand même. Et pour s'assurer que ces droits soient respectés, la France avait un navire de guerre qui patrouillait dans la région. D'ailleurs, le traité entre la France et le Canada des années 70 le permet toujours. On pourrait toujours envoyer un navire se promener dans l'estuaire du Saint-Laurent, dans le paraît-il.
Alors, Belvez se dit, bah, depuis 1849, nous avons le droit, nous Français, de commercer avec la province du Canada uni. Donc Belvez dit, l'année précédente, j'ai fait une halte à Halifax, ça s'est très bien passé. Ce serait bien de faire une halte à Québec pour aller voir les possibilités commerciales de la région, afin de permettre aux marchands français d'être documentés et de favoriser le développement d'un commerce. Belvez fait ça sans mauvaises intentions, absolument sans mauvaises intentions. Le gouvernement français hésite beaucoup. Le gouvernement français hésite beaucoup. Le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Dupin de Luynes, qui n'est pas un grand partisan de l'Alliance britannique, est contre le voyage. Pourquoi est-ce qu'il est contre le voyage? Parce qu'il dit, si on envoie un représentant là-bas, les gens vont se faire des idées. Or, on n'a rien à leur proposer. Donc, on ne peut que les décevoir ou créer des incidents. Il lui dit, pas dans ces circonstances. Mais finalement, Dupin de Lille est remplacé par un autre ministre qui s'appelle Alexandre Walewski, qui lui est acquis à l'Alliance anglaise. L'Alliance anglaise, c'est faite pour durer, donc il faut en utiliser toutes les possibilités, donc y compris le commerce avec le Canada. Et l'ordre est donné, la mission sera envoyée. Et dans son rapport de retour, Belvez note ceci sur les origines de sa mission. Il dit, Votre Excellence, il parle à son ministre des colonies, m'a fait pressentir les appréhensions du gouvernement impérial et la nécessité d'apporter la plus grande prudence et une attention intelligente dans toutes les démarches à accomplir, dans la délicate position où j'allais me trouver. Autrement dit, il y aura des pots de banane absolument partout. Pas que ça tourne à l'incident diplomatique, nous sommes en guerre avec l'Angleterre contre la Russie, il faut que ça se passe bien. Ça va pas être simple. Alors la capricieuse arrive le 13 juillet 1855 à Québec. Alors, elle a été annoncée quelques semaines avant et au moment de la Saint-Jean-Baptiste 1855, il y a cet étonnant document qui a été produit, un daguerreotype qui se trouve aux archives canadiennes. Donc vous voyez qu'il y a 4 enfants qui sont représentés ici, qui sont photographiés. Le petit ici, c'est le représentant de Saint-Jean-Baptiste. Normal, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Ici, c'est un petit Canadien grimé en Huron, pour rappeler l'alliance avec les autochtones. Ici, c'est censé être Jacques Cartier. Et ici, c'est quoi? Ah, c'est un soldat de l'armée française de 1855 avec drapeau tricolore bleu, blanc, rouge et aigle impériale réglementaire. Et donc cette photo qui est censée représenter le peuple canadien dans sa substance, eh ben, il a intégré l'armée française de 1855 comme étant un élément de sa fierté nationale, à côté de Saint-Jean-Baptiste et de Jacques Cartier. Donc il y a un nouveau discours des élites qui se réapproprie la France de Napoléon III. À gauche, c'est qui? Ici? Oui. Ah, le monsieur, je ne sais plus. Désolé. Très bonne question, mais je retourne voir le document d'origine. Alors, que nous disent les journaux? Le Canadien, le 7 juillet, décrit l'arrivée du navire à la Capricieuse. À la nouvelle de cette arrivée, qu'annonçait à la population entière le bruit de la détonation, la plateforme, on parle de la plateforme au château Frontenac, se couvrit de spectateurs dont on vit quelques moments des masses compactes encombrées outre la promenade, les quais et tous les points environnants qui ont vu sur le fleuve. Aussi à Lévis, de l'autre côté aussi, il y a des gens qui crient à Lévis. Donc, immense foule des deux côtés. Des hurrahs bruyants sortirent en même temps de toutes les bouches en signe de félicitations et d'accueil des nouveaux hôtes. Des pavillons aux couleurs de la France et de l'Angleterre, voilà, on voit apparaître le drapeau tricolore, ornaient les devants de plusieurs maisons sur les rues où cheminait le cortège. Je vous lis le journal de Québec du 17 juillet. Quel radieux soleil, quelle superbe nature, quelle animation, quel empressement, que de sympathie de la part de notre bonne population pour la Capricieuse. C'était partout une vraie fête. Dans l'épanouissement de son âme, nous avons reçu nos frères bien-aimés. Nos vœux sont au comble. Qu'on ne s'y trompe point, dit le même journal. De tels faits ont de la portée et dans l'avenir qui se prépare pour le Canada. Il est bon de dire en quelle mesure certains hommes auront respectivement concouru à rendre prospère, glorieux et fécond. Monsieur de Belvez, comme tous les officiers de la Capricieuse, sont ici le légitime objet de la plus cordiale attention. C'est en effet à qui les entourera du plus grand hommage, du plus grand soin. Les jours de fête se succèdent, mais sans se ressembler. Alors Belvez, il va visiter le reste du Canada, mais les marins, l'essentiel, vont rester à Québec. Donc pour eux, ça va être la fête pendant un mois.
Ils vont faire que ça. Vraiment la meilleure escale de leur carrière. Belvez lui-même, pour décrire la chose, dira « J'ai été accueilli comme si j'avais été un empereur. » Il est capitaine de navire. Un extrait des mémoires de... Ah oui, non. Avant, j'ai ce document là. Alors, cette ovation populaire monumentale à Québec, elle repose sur une ambiguïté. Parce que d'un côté, les autorités officielles sont d'accord pour qu'il y ait un accueil aux Français. Mais en même temps, il y a le livre de Barthes qui est sorti juste avant. Et on en a parlé dans tous les journaux. Donc les gens, ils s'attendent à quoi? Eh ben, il y a un mélange de tout ça. Il y a des gens qui y vont parce que les autorités trouvent que c'est bien. Il y a des gens qui y vont avec ce souvenir des espoirs des patriotes. Il y a des gens qui y vont un peu pour soutenir ce qu'a fait Barthes et pour mettre de la pression. Et pour se dire, on va créer un événement politique, on va forcer quelque chose. Mais les élites locales sont un peu dépassées par la situation. Et par exemple, Joseph Olivier Chauveau, qui fait un discours le 18 juillet 1855, donc on le retrouve. Et donc il fait un discours et il dit 6 mois, c'est. Alors il revient sur l'histoire de la conquête et il raconte et il dit la France qui a accueilli la défaite des plaines d'Abraham avec une inconcevable indifférence, etc. Donc lui, il est dans cette idée-là. La France nous avait abandonnés. Et oui, c'est un peu dur entre la foule qui est enthousiasme et les élites locales qui continuent à utiliser le discours de Plessis. Un peu un décalage, une dissonance cognitive. Et les élites essaient de trouver une nouvelle manière de dire les choses qui soit acceptable. Et ça se voit dans les mémoires de Philippe Aubert de Gaspé. Philippe Aubert de Gaspé, vous savez, c'est une des premières gloires de la littérature canadienne, le fils d'une des vieilles familles seigneuriales. Et dans ses mémoires, il parle de la visite de la Capricieuse. Il nous dit lorsque la frégate La Capricieuse visita les parages du Canada, il y a 9 ans, le commandant Belvez ne manqua pas de rendre visite à Mademoiselle de la Naudière. Mademoiselle de la Naudière, c'est une fille de la vieille noblesse canadienne qui s'était ralliée à l'Angleterre, surtout au moment de la Révolution française. Elle était très contente que l'Angleterre ait sauvé les seigneurs canadiens de la Révolution et de la perte de leurs seigneurs. Et donc Mademoiselle de la Naudière a eu une conversation qui roula principalement sur la France, sujet très intéressant pour la vieille canadienne. Mais elle finit par dire « Nos cœurs sont à la France, mais nos bras sont à l'Angleterre. » Et là naît une nouvelle thèse, la thèse de la double loyauté. En réalité, depuis 1763, disent les élites canadiennes, le peuple canadien dans son ensemble a toujours eu deux loyautés, à l'égard de la France, à l'égard de l'Angleterre. Et ce n'est plus un problème aujourd'hui, puisque la France et l'Angleterre sont alliés, pourvu que ça dure. Alors Belvez, après ce triomphe à Québec, continue sa mission. Alors je vais vous parler juste de la partie dans le Bas-Canada, le Haut-Canada c'est un autre sujet. Et il va remonter en bateau jusqu'à Montréal. Alors à Montréal, il y a plein de pièges possibles. Déjà à Montréal, il y a l'Institut canadien de Montréal, c'est-à-dire le QG des Rouges, c'est-à-dire la maison de Barthes. Barthes qui vient d'écrire son fameux bouquin. Belvez, en arrivant, il a appris que le bouquin venait de sortir, ça l'a mis dans une drôle de situation. Et voilà ce qu'il écrit dans son rapport, à son retour. Il dit à propos du Canada reconquis par la France. J'ai dit avec énergie à l'auteur que son titre était contraire aux intentions et à la politique de l'empereur et de la France, contraire aussi aux intérêts de son pays, placé sous le régime libéral et protecteur qui lui donnait une véritable indépendance, que s'il eût pu venir à quelqu'un le moindre soupçon qu'il existait une solidarité entre ma mission et son livre, je n'aurais pas pu faire un pas de plus au Canada. Dans mes discours et mes lettres, j'ai eu soin de mettre en relief l'idée absolument opposée de celle du livre. Ah oui, Belvez, il a besoin de dire non, non, je n'ai rien à voir avec M. Barthes, les idées de M. Barthes sont absurdes, je suis innocent, je ne suis pas complice. Donc les rencontres continuent à Montréal. À Montréal, c'est un autre député réformiste qui fait un discours intéressant, donc le député Loranger. Il dit, le 31 juillet, « Je suis britannique. J'appartiens à la grande nation qui tient le sceptre des mers. » C'est un Canadien. Il dit « Je suis britannique. » Et qui, par la vaillance de ses armées, occupe avec la France le premier rang parmi les nations du globe. Je ne suis pas, il est vrai, sujet de France. Mais je suis français, par les liens de la descendance. Je suis français par le cœur et par la parole. Je bois donc comme Canadien français à la gloire des deux grandes nations auxquelles je me fais gloire d'être lié. La valeur française a souvent fait entendre
contre l'anglaise ce mot de ralliement Montjoie-Saint-Denis. Mais Français et Anglais n'ont été ennemis que parce qu'ils ne connaissaient pas leurs véritables intérêts. Et donc là, on voit les élites canadiennes, françaises, bonnes entendistes, qui essaient de faire le Canada biculturel, dire, en fait, les guerres franco-anglaises, c'est le passé, et nous donnons le modèle aux relations franco-britanniques futures. Ça, c'est l'idée. En fait, nous sommes le modèle de l'entente franco-britannique qui doit se faire dans l'avenir. C'est une manière de dire, nous ne sommes plus en fait à la remorque des événements internationaux, c'est nous qui sommes la locomotive des événements internationaux. Sacré retournement. 1855, toujours, 4 août 1855, toujours dans le journal Laminaire, qui raconte encore des événements de la visite de Belvèze à Montréal. Jamais nous n'avions vu tant de monde se réunir à la fois sur le champ de Mars, où déjà pourtant nous avions vu se former tant d'autres assemblées publiques. Jamais non plus nous n'avions été témoins d'une plus franche démonstration de tout ce qui gît au fond des plus nobles passions populaires spontanément allumées comme un vaste incendie moral. Si l'on peut s'exprimer ainsi, au feu sacré du plus pur patriotisme et des plus vives joies. Et on dit qu'il y avait plus de 10 000 personnes présentes à l'occasion de la visite de Belvèze sur le champ de Mars. Et puis toujours dans le même journal, en 1855. Il y a beaucoup de monde qui veut voir Belvèze. Il y a des lettres qui arrivent un peu partout qui lui envoient des invitations. Et il en refuse beaucoup. Par exemple, l'Institut de Montréal l'avait invité à parler lors de son premier passage à Montréal, mais il lui a refusé. Il a dit non, l'Institut de Montréal, on va me demander de parler politique. C'est dangereux. Je ne suis pas là pour parler politique, je n'irai pas vous voir. Par contre, il s'est senti obligé de passer chez les Iroquois de Kanawagé. Et là, il y a eu une discussion entre M. de Belvèze et les chefs iroquois. Et là, les chefs iroquois se sont adressés à Belvèze et lui ont dit nous sommes fiers et heureux de recevoir le représentant de notre père, le roi, de notre père, l'ancien roi de France. Maintenant, Napoléon III, voilà, un peu la même chose. Et il commence à lui dire mais mon père, depuis votre départ, nos terres sont usurpées. Est-ce que vous ne pourriez pas intervenir pour sauver nos droits contre les usurpations foncières? Alors le pauvre Belvèze se met la tête dans sa main, parce que là, il dit on va encore me mettre dans un piège pas possible, et je cite, il recommanda principalement aux Iroquois les avantages de l'industrie et de la tempérance. Bon, il est sorti comme il a pu. Voilà. Oui, travailler, ça va bien se passer. Il est parti. Et il est parti au Canada pour continuer sa mission. Et il va ensuite devoir faire le chemin du retour. Alors, dans le chemin du retour, il va s'arrêter à Montréal une deuxième fois. Il va faire cette fois une conférence à l'Institut canadien. Il se dit, en venant la deuxième fois, il y aura moins de monde que si j'y étais allé tout de suite. Donc, l'ambiance sera plus calme. Mais il a mis une condition, on ne parlera pas de politique. On va parler de littérature. Donc, il a fait une conférence dont on a le texte, qui est insipide que possible. Il parle de Milton, de Shakespeare. Enfin, il accumule les références franco-britanniques mêlées. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il ne voulait pas que ça veuille dire grand-chose. Et puis après Montréal, une fois qu'il est sorti de ce guêpier, il va à Trois-Rivières. Sur le chemin du retour, il va faire une halte à Trois-Rivières. Et à Trois-Rivières, l'ambiance est un peu différente. L'ambiance est plus détendue à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, il n'y a pas les officiels. À Québec, il y avait le gouverneur. À Montréal, il y a aussi des personnages importants. À Trois-Rivières, il y a moins de monde, donc on est plus entre amis. C'est juste des Canadiens et le capitaine français. Alors, dans ces campagnes, on veut voir Belvèze, même s'il va venir finalement un peu d'endroits. Je vous cite un article du Canadien du 30 juillet 1855, signé par une Canadienne. Et elle dit « Tout le monde s'exclame hautement à propos de la corvette française qui est en ce moment mouillée à Québec. Moi seul, je ne me suis pas encore fait entendre. Ma voix trop faible n'aurait pas eu d'écho au milieu de l'enthousiasme public. Quoiqu'éloigné de la capitale, quoique n'ayant vu que des yeux de l'imagination tout le brillant des fêtes qui ont signalé la présence de ces gays étrangers, je n'ai pas moins ressenti ma part des puissantes émotions qu'elles font naître. Quel cœur canadien ne tressaillerait pas à la vue de ce pavillon aux vives couleurs, à la reconnaissance qu'il établit chaque instant entre des frères de race séparés par les accidents de la conquête. Je vous rappelle que pour Plessis, la conquête était providentielle. Pour la Canadienne de 1855, ce n'est plus qu'un accident. Un accident, ça s'efface. Les accidents de la conquête. Et elle continue. Des femmes françaises, en majuscule dans le texte, bercent en riant de petits Canadiens. Vous voyez, encore une fois, Canadiens et Français,
On peut passer de l'un à l'autre. Les femmes sont françaises, les enfants sont canadiens. Des hommes jadis guerriers, désormais laboureurs, travaillent à nous assurer, à nous qui sommes leurs enfants, un avenir tel que l'avait rêvé la France. Et puis elle continue en disant, ce sont nos frères à nous, etc. Et quel dommage, monsieur le rédacteur, que nos campagnes ne puissent être témoins, elles aussi, de ceux qui causent dans ce moment un si profond émoi dans la vieille capitale. Donc c'est dans cette ambiance que Belvez arrive à Trois-Rivières. L'Air Nouvelle de Trois-Rivières, le journal local, nous retranscrit les discours et nous décrit en détail tout ce qui s'est passé durant les quelques jours qu'il a passé dans la région. On nous dit à propos de Belvez, alors apparemment il pleuvait à seaux d'eau, donc les gens sont venus sous la pluie écouter le discours de Belvez. C'était l'éloquent discours que les habitants de Trois-Rivières n'oublieront pas longtemps, ne l'oublieront pas de longtemps. En effet, c'était la première fois qu'ils voyaient l'uniforme français brillant d'honorables décorations et qu'ils entendaient d'aussi belles et bonnes paroles prononcées dans leur langue par un noble étranger dont la modestie révèle les mérites. C'est la première fois qu'ils voyaient l'uniforme français. Ah oui, depuis 1760, ceux qui ont des fusils, des soldats, c'est jamais des Canadiens. Ils ne sont jamais recrutés, sauf quelques aristocrates par faveur de temps en temps. Mais les Canadiens ne sont pas dans l'armée, ils sont désarmés depuis 1760. Et là, il y a des gens qui parlent leur langue et qui sont armés, qui ont un uniforme, etc. Il y a cette idée que ça les rehausse moralement et politiquement par rapport aux Britanniques. D'où le petit garçon qu'on a vu déguisé en soldat français le 24 juin 1855. Et une fois qu'il a fait son discours à Trois-Rivières, Belvez ne s'est pas arrêté là, il a remonté la rivière Saint-Maurice pour aller visiter les forges. Et donc on vous raconte qu'il remonte la rivière Saint-Maurice vers les forges, et on passait au cri des hurrahs poussés par les habitants des diverses maisons rencontrées sur la route, et dont plusieurs étaient décorées de drapeaux tricolores. Donc les habitants de la vallée de la Saint-Maurice qui viennent sur les bords de la rivière et qui plantent des drapeaux tricolores en saluant le passage des bateaux. Alors, à Trois-Rivières, il n'y a plus de drapeaux britanniques. Il n'y a que des drapeaux tricolores. Il y a des drapeaux britanniques à Québec, avec les tricolores, à Montréal, parce qu'il y a les officiels. À Trois-Rivières, il n'y a plus de tricolores. C'est plus la même chose. Et puis, toujours dans le même journal, 30 août 1855, lors de la descente de la rivière Saint-Maurice, des drapeaux tricolores flottant sur les crêtes abruptes, pittoresquement animés par la présence des habitants des environs, accourus saluer de leur hurrah les visiteurs de la belle rivière. Et on a chanté des chansons. Et le journal donne la liste des chansons qu'on a chantées. Ça, c'est très intéressant. Première chanson qu'on a chantée, c'est Partant pour la Syrie. Partant pour la Syrie, c'est une chanson qui est oubliée. Ça donne Partant pour la Syrie, etc. Je vous la ferai pas au complet. Et en fait, c'est une chanson qui avait été rédigée par Hortense de Beauharnais, soit la mère de Napoléon III. Et donc c'est une chanson qui à l'époque est en fait l'hymne officiel du régime de Napoléon III. Donc c'est normal de la chanter. Et puis on a chanté deux autres chansons que j'ai notées. On a chanté Les Girondins. Alors ça c'est étonnant parce que c'est une chanson plutôt révolutionnaire. Et puis on a chanté la Marseillaise. Et alors là c'est assez marrant parce qu'en 1855, la Marseillaise, en France, elle est interdite. Et donc Belvez se retrouve au Canada avec des Canadiens qui lui chantent la Marseillaise, lui représentant du régime de Napoléon III, qui a interdit la Marseillaise. Donc on voit bien que la Marseillaise, elle avait été appropriée par les Canadiens suffisamment pour que ils la chanteront, même si ça ne fait pas plaisir aux représentants français. Alors troisième partie, le 25 août 1855, Belvez est revenu dans son bateau. Il a poussé un immense soupir de soulagement. Il est à la fois très heureux de sa visite et en même temps, c'était éminemment dangereux politiquement. Et il reprend le bateau. Et il va faire son rapport au gouvernement français. Alors à la base, il venait pour une mission purement commerciale, c'est ce qu'il avait dit. Mais dans son rapport, il ne parle plus du tout de ça. Alors il parle un peu de commerce, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Il fait en fait un rapport politique sur l'avenir du Canada. C'est quoi la suite du programme? Qu'est-ce que la France devra faire à l'avenir? Et il écrit à propos des Canadiens, au sens local. Mais cette race française est encore nombreuse. Elle est vivace. Elle est pleine de souvenirs et de sympathie pour la France. Elle occupe la position militaire et maritime du Canada. Il ne peut qu'être avantageux pour l'avenir d'y entretenir, d'y réchauffer les restes de notre nationalité, non dans un but d'absorption et de conquête, mais dans l'intérêt de nos relations politiques et commerciales. Autrement dit, au gouvernement français, il va falloir une politique québécoise. Il va falloir la faire. D'une manière ou d'une autre, il faudra trouver un niveau.
Et ça va avoir une conséquence. En 1859, le gouvernement français ouvre le consulat de France à Québec. C'est quand même une représentation officielle. Jusque-là, il y avait un consul honoraire de France qui avait été nommé en 1849, mais pour être sûr de ne pas inquiéter les Anglais, on n'avait pas nommé un Français. On n'avait même pas nommé un Canadien, on avait nommé un Anglais d'Angleterre qui ne parlait pas français. Comme ça, il n'y avait pas d'incident. Mais désormais, en 1859, il y a un vrai consul de France qui est envoyé. Et le premier consul de France, c'est, si je ne dis pas de bêtises, Gaudret Boileau, il me semble. Et il fait son rapport en 1859 au ministre, en novembre 1859. Voilà ce qu'il écrit au ministre. Monsieur le comte, chez les Anglais comme chez les Français canadiens, chez les fonctionnaires comme chez les simples particuliers, j'ai rencontré l'accueil le plus sympathique. Mais il m'a été facile d'observer d'une part des susceptibilités inquiètes et de l'autre des suspicions qu'un acte ou qu'un mot indiscret de ma part pourrait suffire à réveiller. Autrement dit, je suis obligé de faire attention à chaque mot parce que tout le monde note et si je commets une bêtise, je crains un incident diplomatique auprès des uns ou auprès des autres. Le consul de France à Québec, c'est l'enfer. Et il continue. Les questions de race et de nationalité sont encore très vivaces au Canada. Et elles se compliquent de questions de religion et des divisions de partis politiques. Oui, il est en train d'apprendre les rouges, les réformistes, il apprend. Les Français canadiens se montrent fiers, alors là il parle des élites. Dans ce passage-là, il parle des élus et il parle en particulier de Georges-Étienne Cartier. Georges-Étienne Cartier, entraîneur patriote, rallié au régime. Il dit donc les Français canadiens se montrent fiers de leur origine vis-à-vis des Anglais. Mais vis-à-vis de nous, et là il parle de Georges-Étienne Cartier spécifiquement, ils se retrouvent sujets de la reine. Et par là même, parfois, ils exagèrent les idées britanniques. Alors il parle spécifiquement d'une affaire en cours où il dit c'est marrant parce que Cartier, dans un conflit qui pourrait opposer le gouvernement français au gouvernement anglais, il soutient une position plus radicale que le gouvernement anglais. C'est quand même étonnant. Mais oui, il a besoin de montrer sa distance pour rester dans le système britannique, Cartier. Donc il faut qu'il marque la distance avec les Français. Et puis, ça c'est pour les élites. Maintenant parlons des classes populaires. Et là c'est très important. Ça va particulièrement vous toucher. Il dit, il y a ici une société politique au Canada qui a pris le nom de Société de Saint-Jean-Baptiste. Il parle de celle de Québec en l'occurrence. Il dit, elle représente la nationalité française. Et ses membres se recrutent surtout dans les faubourgs. Il parle des faubourgs de Saint-Roch, des faubourgs ouvriers. Et donc ces gens, dit-il, ils se proposent de venir en nombre, au nombre de plusieurs milliers, avec des armes, des tambours et des bannières pour me présenter une adresse. Comment dit, les gens de la Saint-Jean-Baptiste disent, pas de problème, on va venir à plusieurs milliers, avec des fusils, des drapeaux, tambours, devant le consulat, on va faire une cérémonie et on a un discours à vous présenter, monsieur le consul. Alors, le consul se dit, si j'organise ça, on va me renvoyer Manu Militari chez moi dans les 15 minutes. Et il dit donc, j'ai su que cette manifestation alarmerait les résidents anglais, tout en inquiétant beaucoup de franco-canadiens. Et j'ai réussi, avec quelques difficultés il est vrai, à la faire définitivement ajourner. Donc voilà, il est entouré de trop d'affection et il dit que ça peut mener à l'échec de sa mission de diplomate. Toujours marcher comme ça sur la corde raide. Alors néanmoins, dans ces années 1850-1860, les autorités françaises et les consuls de France sont assez optimistes. Ils se disent au fond la Confédération, dont on est en train de parler à cette époque, je pense que c'est une bonne idée. Les Françaises disent au fond, si la Confédération est faite, le Canada confédéré aura probablement besoin de la France et on pourra aller vers une indépendance du Canada avec une protection franco-britannique face aux États-Unis. C'est un peu ça le plan français dans ces années-là. Et il y a des hommes politiques canadiens qui y sont sensibles. Je pense par exemple à Médéric Lanctot qui écrit en 1867, alors il était contre la Confédération, mais en 1867 il s'y rallie. Et il s'y rallie en disant ceci. Il importe essentiellement au peuple canadien d'être libre de choisir les alliances qui lui conviennent le mieux. Les secours viennent quelquefois des côtés les plus inattendus. Qui eût jamais cru que la République de Washington trouverait dans l'aristocratie russe une alliée sympathique contre la France et contre l'Angleterre? Là, on vous rappelle la guerre de Crimée, on vous dit il n'y a pas très longtemps, les Américains ils étaient pro-russes. C'est ce qui arrive pourtant. Et puis il continue. La France et l'Angleterre fussent fort probablement intervenues en faveur du Sud, elles eussent brisé l'unité américaine. Si l'Angleterre n'eût pas craint
de rencontrer sur son chemin la flotte russe qui lui entraînait bientôt dans la Baltique pour y débattre, etc. Donc il dit en fait, c'est l'alliance russe qui a sauvé les Américains d'une intervention britannique. C'est un peu sa théorie. Ça se discute. Et puis il continue sur le Canada. Il dit, libre, le Canada indépendant, nous choisirons nos alliances, où nous les trouverions. Aujourd'hui, la métropole nous impose les siennes, qu'elles nous conviennent ou non. Craindrions-nous l'isolement? Toute nation a toujours ses alliés naturels, selon les situations. Pourquoi n'aurions-nous pas les mêmes? Indépendant, notre position à l'égard des États-Unis nous en fait un allié. S'ils se montrent désintéressés, deviennent-ils intraitables? L'alliance de la France et de l'Angleterre nous sont assurées. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui fait beaucoup penser en ce moment à Marc Carnet, qui fait des voyages en Europe. Le ministre a expliqué que le Canada était le plus européen des États non européens. Il a expliqué que le Canada était fondé sur le monde autochtone français et britannique. C'est tout à fait cette idée-là. Les Américains redeviennent dangereux, donc on se remet à aimer les Français et les Britanniques. Et donc Médéric Langto, qui est pour l'indépendance du Canada, qui est un nationaliste canadien-français, il dit je vais utiliser la France comme moyen de pression pour une indépendance rapide du Canada, en disant aux Canadiens anglais, vous avez besoin des armes françaises, mais vous n'aurez les armes françaises que si les Canadiens ont une place importante dans l'État canadien. Les Canadiens français ont une place importante dans l'État canadien. C'est une espèce de jeu à plusieurs bandes. Mais vous savez, peut-être qu'en 1870, la France de Napoléon III est battue par l'Allemagne, la défaite est extrêmement violente et ça va mettre fin aux velléités d'intervention française au Canada pour très longtemps. En réalité, à partir de ce moment-là, la France va être beaucoup plus prudente sur le dossier. Et cette guerre de 1870, les Canadiens français, qui se souvenaient de la capricieuse, ont compris que ça les concernait d'une certaine manière. Et il y a eu à travers le Canada français, aussi bien au Québec qu'hors du Québec, des tas de manifestations de solidarité spontanée avec la France. Des collectes d'argent, des envois de discours, et même à Québec, une manifestation en mois d'août 1870, où des gens qui viennent du faubourg de Saint-Roch, on parle des mêmes que ceux qui voulaient venir avec des fusils en 1859, vont voir le consul de France et demandent à s'engager dans l'armée française en 1870. Et le pauvre consul dit non, je ne peux pas, les Britanniques vont mal le prendre, non. Mais l'idée était encore là. Et je vais vous lire un extrait du journal de Saint-Hyacinthe de 1870. Je cite. Les citoyens de Saint-Hyacinthe se sont réunis en assemblée. Le maire de Saint-Hyacinthe, c'est un certain Honoré Mercier. En assemblée dimanche dernier, sous la présidence du maire, dans le but d'organiser une souscription publique en faveur des soldats français dans la guerre actuelle. L'assemblée était considérable. La salle du marché était parfaitement remplie. Nous n'avions jamais vu une réunion plus importante en nombre et en qualité. Et là, je vous cite Honoré Mercier. Si quelqu'un avait dit aux vainqueurs en 1759, dans un siècle, les descendants de ceux que vous venez de vaincre seront encore français, celui-là aurait passé pour un fou. Et pourtant, messieurs, nous sommes français. Applaudissements. Et ce que vous faites aujourd'hui le prouve bien. En ce moment, la France oublie ses divisions intestines pour ne songer qu'au salut de la patrie. De même, nous oublions en ce jour nos luttes politiques pour ne penser qu'à faire un acte de patriotisme en donnant à la France des preuves publiques que nous ne l'avons pas oublié. C'est un moment assez intéressant puisque l'Institut canadien, donc les Rouges, vont faire des discours pour la France et l'épiscopat, donc l'évêché, tendance ultramontaine, va aussi organiser des messes pour la France. Vous avez une union nationale canadienne-française en 1870 autour de ça. Et ça, c'est l'effet de la capricieuse. Alors la postérité de tout ça, la postérité culturelle, vous la connaissez, j'en ai parlé un peu avec Fréchette, et c'est surtout Crémazie, Octave Crémazie, le poète de Québec, qui va faire sa gloire sur la visite de la capricieuse. Il va rédiger plusieurs textes sur le sujet, dont un texte qui s'appelle Chant du soldat canadien. Alors en général, les gens, c'est marqué chant, donc les gens devinent que c'est une chanson, mais les gens ne savent pas la chanter. En fait, c'est une chanson qu'on dit sur timbre. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Étant donné que les gens ne savaient pas forcément lire les participerons, on prenait un air déjà connu. Ah mince, avec le micro, je ne peux pas l'enlever. Oui, tu peux tester je un peu. Je vais m'accrocher là, je suis presque au bout. Et donc, on faisait de la chanson sur timbre. On prenait une chanson qui était déjà connue, on réécrivait les paroles pour que les gens puissent la chanter facilement. Alors, quelle est la chanson qu'il a utilisée? C'est une chanson qui est connue au Canada sous le nom de Te souviens-tu? En fait, c'est une chanson napoléonienne écrite en 1817, dans le contexte où la France était sous occupation. Dans cette chanson, le chanteur incarnait un ancien capitaine de la marine Napoléon qui s'adressait à un vétéran, et ils se remémoraient les campagnes de Napoléon, et ils annonçaient la revanche à venir et la libération qui viendra. Alors, je vous fais le premier couplet de la version française de 1817.
Ça donne ceci. Te souviens-tu, disait un capitaine au vétéran qui mendiait son pain. Te souviens-tu qu'autrefois sur la plaine, tu détournas un sabre de mon sein, sous les drapeaux d'une mère chérie, tous de jadis nous avons combattu. Je me souviens, car je te dois la vie, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu. Cette chanson elle avait été réécrite en 1834, dans le courant patriote. Ça s'appelait, la nouvelle version s'appelait Les Français aux Canadiens. Le chanteur jouait un Français s'adressant aux Canadiens. Et donc ça donnait vous Canadiens, vous autrefois nos frères, vous que l'intrigue a lâchement vendu, unissez-vous comme l'ont fait nos pères, et les puissants seront bientôt vaincus. Fort de vos droits, vous méprisez les haines, à vos tyrans opposez vos vertus. Le noble sang qui coule dans vos veines, à Canadien, ne le sentez-vous plus? Puis il y en a eu plein d'autres versions canadiennes. Et là, je vous fais celle de Crémazie de 1855. Pauvres soldats, au jour de ma jeunesse, pour vous Français, j'ai combattu longtemps. Je viens encore, dans ma triste vieillesse, attendre ici vos guerriers triomphants. Ah, bien longtemps vous attendrai-je encore, sur ces remparts où je porte mes pas. De ce grand jour, quand verrai-je l'aurore, dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? De ce grand jour, quand verrai-je l'aurore, dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Qui nous rendra cette époque héroïque où sous mon calme nos bras victorieux renouvelaient dans la jeune Amérique les vieux exploits chantés par nos aïeux. Ces paysans qui laissant leur chaumière venaient combattre et mourir en soldats. Qui redira leur charge meurtrière, dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Qui redira leur charge meurtrière, dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Napoléon, rassasié de gloire, oublierait-il nos malheurs et nos vœux? Lui dont le nom, soleil de la victoire, sur l'univers se lève radieux. Serions-nous seuls privés de sa lumière, qu'il verse à flot plus lointain climat? Au ciel qu'entends une salve guerrière, dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Au ciel qu'entends une salve guerrière, dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Quoi sais-tu, l'étendard d'Angleterre, qui vient encore porté par ses vaisseaux? Cet étendard que moi-même naguère, à Carillon, j'ai réduit en lambeaux. Que n'ai-je hélas au milieu des batailles trouvé plutôt un glorieux trépas que de le voir flotter sur nos murailles, dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Que de le voir flotter sur nos murailles, dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Le drapeau blanc, la gloire de nos pères, rougi depuis dans le sang de mon roi, ne porte plus aux rives étrangères du nom français la terreur et la loi. Des trois couleurs, l'invincible puissance t'appellera sous de nouveaux combats, car c'est toujours l'étendard de la France, dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Car c'est toujours l'étendard de la France, dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Pauvre vieillard, dont la force succombe, rêvant encore le temps d'autrefois. J'aime à chanter sur le bord de ma tombe le saint espoir qui réveille ma voix. Mes yeux éteints verront-ils dans la nuit le fier drapeau qui couronne leur mât? Oui, pour le voir, Dieu me rendra la vue. Dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Oui, pour le voir, Dieu me rendra la vue. Dis-moi mon fils, ne paraisse-t-il pas? Et voilà, c'est ainsi que par accumulation d'espoir, de rumeurs, de réappropriation, à la faveur de la capricieuse, on a eu un réagencement complet du discours officiel de la mémoire canadienne française. Et une possibilité aussi pour toute cette mémoire des contestataires qui avaient espéré la victoire de Napoléon, qui avaient espéré l'extension de la Révolution française, de trouver là, grâce à la poésie de Crémazie, le moyen d'inscrire noir sur blanc et au grand jour ce qu'avaient été leurs espoirs. Et je pense que c'est ça qui explique la gloire de Crémazie, et c'est ça qui explique le souvenir de la capricieuse à travers le temps. Merci à vous. Vous avez des questions? Je suis là. Quand est-ce qu'on va entendre vos chansons sur Spotify? Ah, ouais. J'en ai une quarantaine de chansons comme ça que j'appelle des franco-patriotes
qui sont des mélanges de chansons républicaines et patriotes, ou canadiennes, etc. Et j'aimerais bien les faire enregistrer. Il y en a très peu qui sont enregistrés, j'en ai trouvé qu'une qui était enregistrée. Je sais qu'avec les outils d'intelligence artificielle, maintenant, on peut, on instruit les paroles et la musique qui sort. Ça va être intéressant peut-être. Avec la voix de Céline Dion. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oh, ouais, de mettre ça le plus tôt possible en ligne là, pour que les gens puissent. Je dois discuter avec une chanteuse le mois prochain. OK. Je verrai si c'est sérieux, mais je garde ça sous le coup. Mais c'est une bonne idée, ouais. Sincèrement, il y en a plein. Moi, je pourrais. Des Marseillaises québécoises, Ah ouais. j'en ai plein de versions. C'est ça. La plus vieille, elle date de 1813. Elle est publiée dans le journal qui s'appelle Le Spectateur canadien. Et c'est une chanson pour donner du courage aux gens qui vont déblayer à la neige. Ah. Allons, messieurs, vite à l'ouvrage, aplanissez votre chemin. Ouais, non. Rugissez, tempêtez, faites rage, mais prenez vos haches en main, mais prenez vos haches en main. Je sais plus la suite. Ah oui. Ou alors je peux vous en chanter une autre de 1885 pour la mort de Louis Riel. Ouais. Enfants de la Nouvelle-France, douter ne nous est plus permis. Au gibéri, elle se balance, victime de nos ennemis, victime de nos ennemis. Ami pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter. Celui qu'on vient d'exécuter nous anime par son courage. Courage canadien, portons bien haut nos cœurs. Un jour viendra, nous serons les vainqueurs. Oh, c'est bon, ben, hey. Ah, il y en a plein des comme ça. Ah, ben. Je voulais mentionner que le consulat de France à Québec a longtemps été sur la rue Saint-Louis, Ouais. dans l'ancienne maison où Montcalm est décédé. Et ben c'est là-bas qu'en 1870, les gens du Faubourg Saint-Roch sont allés en chantant la Marseillaise sur le chemin. Il y a un poème de Fréchette qui raconte cet événement. Ça s'appelle Vive la France, le nom du poème, dans la légende d'un peuple. Et donc oui, c'était la rue Saint-Louis. Alors imaginez l'ambiance du voisinage avec les ouvriers qui chantaient la Marseillaise en montant des fusils. Ça devait être assez étonnant. Oui. Qui est la Canadienne ou qu'est-ce que la Canadienne? Vous parlez de la chanson? Non, la lettre. Ah, que je vous ai lu tout à l'heure? Oui. Alors, en fait, c'est une lettre qui est publiée dans un journal. Alors, je ne sais plus lequel, mais moi, je vais le retrouver. C'est une Canadienne qui est du district de Trois-Rivières. On n'a pas son nom, et c'est publié dans le journal Le Canadien. Si vous voulez faire l'enquête, c'est une femme du district de Trois-Rivières qui écrivait assez bien, Oui. qui apparemment venait de la campagne, et elle devait être assez loin parce qu'elle n'avait pas tellement l'espoir de voir Belle-Belle. Donc, Eh bien, c'est surprenant. Ah ouais? C'est très surprenant. Mais je suis content. Et les foules qui ont participé au truc, alors je vous donne une estimation de doigt mouillé, mais quand on regarde les chiffres, les différents événements et tout, je pense qu'on peut dire qu'il y a une trentaine de milliers de personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre dans un Canada de 600 000 habitants. C'est plus en chiffre absolu et plus en chiffre relatif que les assemblées patriotes de 1837. Donc c'est vraiment un truc complètement fou. Et puis ça va avoir des redites. Je vous dis, en 1870, on a à nouveau des manifestations énormes. On en a même à Ottawa, dans la diaspora au Canada français aux États-Unis, à Montréal, à Québec. Donc régulièrement, et là on agite des tricolores tout le temps. Et d'ailleurs, les Acadiens, qui vont adopter le tricolore avec l'étoile, vont imiter les Canadiens du Québec. C'est ça le truc. Ils les imitent. Et pour les Canadiens du Québec qui n'avaient plus de drapeau depuis la défaite des Patriotes, 1855, ça a été l'occasion d'arborer un drapeau et d'avoir à nouveau un drapeau national. Et donc ça a été un symbole très fort de ce point de vue-là. À l'occasion, si vous voulez me faire revenir, je ferai une conférence sur ces affaires de drapeau. Il y a beaucoup de choses à raconter entre tricolores, le fer de visée, etc. J'aurais une question. Napoléon, au moment du blocus, tout ça, là, il n'aura pas songé à bloquer le Canada ou. Ah bah, le problème, c'est que c'est l'infériorité de la flotte française. En fait, les Français, ils ont. Alors, il y a eu un moment, à l'automne 1793, où une flotte française a failli débarquer, faire une démonstration devant Québec. À l'automne 1793, le consul Genet, qui est le représentant de la France auprès des États-Unis, et qui a tout un tas d'agents canadiens avec qui il fait passer de la propagande, des Acadiens aussi dans ces agents, et ben la flotte française de Saint-Domingue se trouve au large des États-Unis. Alors il dit, je vais profiter de l'occasion. Et il donne à l'amiral français l'ordre de faire une descente, de récupérer Saint-Pierre-et-Miquelon, de faire un petit bombardement d'Halifax, et d'aller voir à Québec ce qui se passe, et il lui dit d'embarquer à son bord des agents canadiens pour les débarquer, pousser la population à se révolter.
Et en fait, ça va pas se faire parce que l'amiral, c'est plutôt un contre-révolutionnaire, et il n'obéira pas aux ordres, il va rentrer en France, et puis ensuite il va s'enfuir en Angleterre. C'est à peu près la seule fenêtre de tir où la flotte française avait une chance sérieuse de tenter un coup. Mais ensuite, c'est fini. Et d'ailleurs, même les représentants français aux États-Unis, qui continuent à avoir des agents au Canada jusqu'en 1815, ils le savent, et j'étais tombé sur une lettre du général Turreau. Alors, il n'est pas du tout connu pour ça. Turreau, il est connu pour la répression de la Vendée, mais ensuite, il a été nommé par Napoléon ambassadeur aux États-Unis. Et donc, en étant ambassadeur aux États-Unis, il discute avec des Canadiens, des agents canadiens, et lui, il est favorable à ce que la France récupère le Canada. Il écrit dans un rapport de 1808, il dit ce serait la meilleure option. Lui, alors que le gouvernement français n'est pas pour. Hein. Mais lui dit si, il faudrait récupérer le Canada, parce que la population, en fait, serait capable de le défendre tout seul, elle a juste besoin d'un peu d'aide. C'est mieux que l'indépendance, parce que face aux États-Unis, il s'en sortira peut-être pas. Donc il est plutôt favorable à une réunification, mais il dit à ses agents au Canada, ne faites rien, parce qu'on n'a pas les moyens de vous soutenir. Si vous faisiez une révolte, vous finiriez massacré. Et donc on fait circuler de la propagande, mais on peut rien faire de plus. L'espoir, en fait, la possibilité, c'est si l'Angleterre, avec le blocus continental, s'était effondrée économiquement, était rentrée dans des troubles graves et a perdu le contrôle de la métropole, là, la question du sort des colonies anglaises aurait été en discussion. Et donc les autorités françaises gardent un œil vis-à-vis de ça. Et par exemple, dans le mémorial de Sainte-Hélène de Napoléon, où les discussions entre Napoléon et je ne sais plus le nom de l'officier sont racontées, il y a un passage sur le Canada, parce que Napoléon apprend que son frère Joseph est parti aux États-Unis, en 1816. Et la rumeur dit que Joseph va s'installer dans l'État de New York. Et Napoléon dit, ah, c'est très bien ça. Il dit, j'espère qu'il y a beaucoup de mes partisans qui vont s'installer dans l'État de New York avec Joseph. Parce qu'ils ne seront pas loin du Canada, dont la population est encore française. Et de là, ils pourront créer un foyer d'agitation qui pourra un jour être utile. Et il y a des rumeurs, par exemple, en 1837, quand Papineau s'enfuit aux États-Unis, il y a une rumeur qui circule et qui dit que Papineau sera allé chercher un cousin Bonaparte aux États-Unis. Vous voyez, cette idée qu'il y a des exilés français, et c'est le moment où Charles Magnan va rentrer chez les Patriotes. Il y a un vétéran de Waterloo aussi qui aide les Patriotes dans ces années-là. Donc, il y a tout un tas de contacts. On dit qu'il n'y a pas de contact entre les Français et les Canadiens. Il n'y a pas de contact officiel. Mais des contacts clandestins, il y en a beaucoup. Ça veut dire que si on voulait rétablir la monarchie au Québec, il y aurait peut-être un descendant de Napoléon III. Il y a Louis XX aussi qui est disponible sur le marché si vous voulez. Non, on a un Orléans aussi si vous voulez. Non, mais Napoléon III, Il n'y a pas de descendant de Napoléon III. Non. Son fils, Napoléon IV, est mort tué par les Zoulous en Afrique du Sud en 1878. Il est allé sur le fond, là. Ah, c'est forme anglais, hein, il méritait que ça. Ouais. Il y a eu des répercussions aussi, pas des répercussions, on pourrait faire un parallèle avec aux États-Unis, j'ai vu deux bouquins américains qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, toute la guerre. Il y a eu des tentatives françaises aux États-Unis de rassembler des régiments de blancs pour intervenir. Hein, et ça commençait à inquiéter le gouvernement américain. Ah, vous parlez de la Révolution française? Pardon? Au moment de la Révolution française? Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est Genet, c'est le même personnage dont je vous parle. Il y avait des financières un peu là-dessous, en dessus, des ventes de terrain et autre chose, mais il y avait aussi des gens qui levaient carrément des régiments pour l'intervention de la France. Mais oui, parce que Genet, il sait que la flotte, ça va pas le faire. Donc il se dit, faut que je fasse tomber les Anglais au Canada et tomber les Espagnols en Louisiane. Il s'est donné deux objectifs. Alors il essaie de recruter les deux bouquins-là, c'est vraiment passionnant parce qu'il n'y a pas grand, ça n'a pas sorti ici, bizarrement, aux États-Unis, c'est passionnant à lire ces deux trucs-là parce que on voit vraiment des choses qu'on n'imaginait pas, là, vraiment, que ça continuait. L'influence française d'abord était très forte. Il y avait des villes américaines qui étaient constituées quasiment avec un tiers de Français, quasiment, entre parenthèses, à Boston ou ailleurs, là. Hein. Alors, il y avait tout. Il y avait des Français qui avaient fui la Révolution française, qui étaient contre-révolutionnaires. Plus il y avait des agents révolutionnaires, plus il y avait des Canadiens. Et ils traficotaient tous un peu sur les affaires, un peu, entre guillemets. Pareil, Talleyrand, il est aux États-Unis. Surtout lui, là-dedans. Et Talleyrand, il parle des Canadiens quand il revient en France. Il était là-bas, c'était passionnant ce truc-là. Il y a toute une histoire clandestine. Oui, c'est ça, qu'on en parle beaucoup, et pourtant, à une certaine époque, était évidente, c'était pas caché, c'est dans les journaux américains et tout, l'époque. Alors, je voudrais vous remercier encore une fois. Une dernière question. J'ai une question. Sous le Second Empire, est-ce qu'il n'y a pas un Bonaparte qui est venu en visite au Québec? Si, c'est... j'ai perdu son nom. C'est Plomplon, c'est son surnom, c'est pas son vrai nom. Plomplon, qui était en fait le membre libéral et républicain de la famille Bonaparte.
Lui, il était frère de l'empereur, mais il était pour la République. Et donc, il est venu à Québec et il a été accueilli par l'Institut de Montréal, les Rouges, et il les a pris sous sa protection personnelle. Et donc, il les a aidés comme il a pu. Et j'ai lu une lettre de lui qu'il écrit à l'Institut canadien pour les remercier de leur accueil et dire que l'Institut est sous sa protection et que s'ils ont un problème avec les déchets, il faut lui écrire à lui pour qu'il emmerde son frère, enfin son cousin. Plomb, est-ce que Tu parlais tout à l'heure de 1891 les aussi. descendants 1891. À Plomb, je crois qu'il y a des descendants. Ouais. Ça doit être eux le candidat bonapartiste. Faudrait vérifier, hein. Je dis peut-être des bêtises, mais ça doit être ça. Il y a aussi l'histoire en 1891 aussi. En 1891, il y a eu L'Orléans. Le comte de Paris. Ah oui, le comte de Paris, oui, c'est vrai. Paris, Oui. tout Tout à fait. Et d'ailleurs, ça provoque des disputes entre les héritiers des Rouges, entre Fréchette, qui est très républicain, et les élites plus conservatrices, qui saluent le comte de Paris, qui sont pour la restauration en France. Parce que c'est ça le problème. S'il y a la République en France, et que les Canadiens sont des Français, ça veut dire que les Canadiens pourraient passer en République. Et donc c'est subversif. Donc il y a un soutien toujours un peu à la cause monarchique française par les Canadiens pour ça. Il y a un côté pas d'être grave dans toutes ces histoires. Ah oui. C'est vraiment- Et des coups à trois bandes. Et des coups à trois bandes. Ouais, non, c'est ça, on sait plus, il faut y aller, comme le militaire devrait être alors, il faut y aller avec prudence. Ouais, comme Faut Belvès. marcher avec. Ah ouais. Alors, je remercie encore une fois. Ouais, un gros merci, hein. Très intéressant. Et oui, c'était bien fouillé, intéressant, avec un point de vue bien de synthèse, et non pas seulement le petit point de vue, mais aussi les détails aussi, les deux choses. L'analyse et la synthèse. Allez, merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais,